Y lo hacemos con la última de las jornadas y empezamos con la conferencia que va a impartir Laurence Descas, que es directora del Museo d'Orsay y del Museo de la Orangerie en París. Laurence estudió Historia del Arte en la Universidad de París 4, la Sorbona, y en la École de Louvre. Es especialista en pintura de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ha comisariado muy importantes exposiciones, por citar un par, la dedicada a Apollinaire o la dedicada a la pintura norteamericana de los años 30. Entre sus cargos, muchos de ellos vinculados al Museo d'Orsay, donde entró en 1994. En 2014 fue nombrada directora del Museo de la Orangerie, y en 2017, desde marzo de 2017, es presidenta del Museo d'Orsay y también del Museo de la Orangerie. Lleva exactamente el mismo tiempo que yo como director del Museo del Prado. Parece poco, pero os puedo asegurar que se hace eterno. Muchas gracias. Merci beaucoup pour cet accueil. Je vais m'exprimer en français, donc j'espère que les traductions vont bien fonctionner. Mon espagnol est absolument terrible, donc je préfère vous épargner ce moment de torture. Je voulais remercier évidemment très sincèrement le Prado et les amis du Prado pour cette invitation. C'est toujours évidemment une immense joie d'être ici à Madrid et particulièrement au Prado. Et pour moi qui m'intéresse un tout petit peu à la peinture du 19e siècle, c'est une forme de ressourcement, presque de pèlerinage obligatoire pour comprendre notamment ce que je vais essayer de vous raconter autour du musée d'Orsay, c'est-à-dire un moment très particulier de l'histoire de l'art en Europe, en Occident, qui est celui de la naissance de la modernité. Et la naissance de la modernité en peinture, notamment autour de Manet, passe par le Prado, bien sûr. Donc, nous sommes dans une sorte de territoire un peu commun. Je vais essayer de partager avec vous pendant une petite heure ce que nous faisons en ce moment au musée d'Orsay, au musée de l'Orangerie. Quelle est l'actualité, quels sont nos projets, quelles sont nos réflexions du moment, avec ce qu'elles peuvent avoir de commun avec tous les musées du monde entier, tous les musées qui accueillent beaucoup de public, comme le Prado, bien sûr, qui se posent un peu tous les mêmes questions, et on va essayer de les regarder ensemble. Et puis, ce qui est particulier et singulier à ces deux musées, qui sont notamment pour le musée d'Orsay des créations récentes. Le musée d'Orsay a un tout petit peu plus de 30 ans. Il a été ouvert en décembre 1986, donc c'est en fait un des grands musées européens, mondiaux, les plus récemment ouverts. Aussi étrange que ça puisse paraître, Orsay n'a pas toujours existé, c'est une création plutôt récente dans l'histoire des musées. Donc on va revenir sur toutes ces questions et sur ce qu'est aussi, ce que peut être aussi la direction de ces grandes institutions aujourd'hui. Ce sont des questions que je me suis beaucoup posées quand j'ai été nommé par le président de la République président d'Orsay et de l'Orangerie. J'ai beaucoup réfléchi à ces enjeux, et notamment parce que j'ai eu un parcours qui est à la fois celui d'une historienne de l'art, spécialiste du 19e siècle. J'ai commencé ma carrière à Orsay il y a très longtemps, mais j'ai eu aussi une expérience très importante dans ma vie professionnelle qui a été la direction scientifique du projet du Louvre Abu Dhabi pour le Louvre pendant 6 ans. Et je crois que je ne serais pas devenue présidente d'Orsay de l'Orangerie si je n'étais pas passée par Abu Dhabi. Donc c'est des choses peut-être dont on aura l'occasion de parler dans les questions, mais je crois que ça m'a fait comprendre les enjeux des musées d'aujourd'hui et de demain, tout l'enjeu notamment du rapport au public, qui est une question absolument fondamentale pour tous les directeurs de musées à travers le monde. Donc je vais commencer par quelques évidences, pardonnez-moi, mais pour un petit peu planter le décor. 2 musées et un seul établissement, comme on dit administrativement en France. L'Orangerie a été rattachée, que vous connaissez bien parce que c'est là où notamment vous apercevez une photo,
il y a le cycle, le dernier grand cycle décoratif de Monet, le testament de Monet, les nymphéas, ces deux grandes salles que Monet a conçues. Non seulement il a peint les peintures, mais vous savez qu'il a conçu avec un architecte la forme des salles, et donc ce qu'on appelle aujourd'hui dans notre jargon l'expérience de visite, l'expérience du visiteur. Et d'un certain point de vue, les nymphéas de l'Orangerie, qui ont été inaugurés en 1927, quelques mois après la mort de Monet. Monet meurt en décembre 26, et les nymphéas sont installés en 27, au printemps 27 à l'Orangerie. Ils ont été peints pour l'Orangerie, mais Monet, dans son testament, avait souhaité garder ses toiles à Giverny avec lui jusqu'à sa mort. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort dans sa vie et dans son œuvre. C'est vraiment une sorte de geste testamentaire. Et d'un certain point de vue, c'est la fin du XIXe siècle, c'est la fin de l'impressionnisme, et c'est le début de l'art du XXe siècle, notamment de ce qu'on appelle l'expressionnisme abstrait. Vous savez que les Américains, les peintres, les artistes américains de l'après-guerre, de l'après-Seconde Guerre mondiale, ont beaucoup regardé Monet. Je pense évidemment à Pollock, mais aussi à Rothko, ont été des grands amoureux de Monet, et notamment de ce cycle des nymphéas. Donc c'est presque la première installation, au sens moderne du terme, du XXe siècle. Donc c'est un lieu très important. Et donc l'Orangerie a été rattachée à Orsay il y a presque 10 ans maintenant, pour constituer un ensemble. Et quand j'ai posé ma candidature pour devenir président des deux musées, j'ai beaucoup réfléchi à ce que c'était, je dirigeais l'Orangerie à ce moment-là, ce que c'était que de rassembler ces deux musées et de travailler avec deux musées. Un très grand, Orsay, un beaucoup plus petit, l'Orangerie, très proche, juste séparés par la Seine et une passerelle, et comment on pouvait redonner une dynamique culturelle et avoir un projet qui se nourrit des collections, mais qui parle au public d'aujourd'hui et de demain. Donc, je suis un peu reparti de l'idée que nous avions, en fait, qu'on avait créé Orsay dans les années 80, les années 70. En fait, la décision a été prise dans les années 70 de créer Orsay pour témoigner d'un moment particulier dans l'histoire de l'art européen, qui est cette naissance de la modernité, quelque chose qui est une forme de rupture au milieu du XIXe siècle et qui s'invente pas uniquement à Paris, je ne suis pas complètement franco-centré, rassurez-vous, mais qui s'invente beaucoup à Paris et qui s'invente beaucoup sous la plume d'abord d'un critique et d'un immense poète qui est Charles Baudelaire, qui écrit, vous savez, qui publie en 1863 un essai capital qui s'appelle « Le peintre de la vie moderne ». Et cet essai, il est inspiré par ce qu'il voit autour de lui, et notamment la révolution de la représentation qu'incarnent des artistes comme Courbet, comme Manet, puis ensuite Monet, tout l'impressionnisme qui va arriver, qui est sur le point d'éclore en 1863, donc qui témoigne de quelque chose qui est, au fond, une accélération du temps au XIXe siècle. La succession des régimes politiques, particulièrement pour la France, depuis la Révolution française, les changements de la société, l'arrivée de la bourgeoisie, la fin de la monarchie, même si c'est un peu compliqué en France parce qu'on a des retours de la monarchie, on a même un empire, on a même deux empires au XIXe siècle, mais tous ces changements extrêmement rapides, les changements de technologie, l'arrivée bien entendu de la révolution industrielle, de nouvelles capacités de transport, le train, qui est une révolution capitale évidemment, et de révolutions visuelles, l'invention de la photo en 1839, la capacité à saisir l'instant instantanément, enfin je veux dire de saisir un moment, de capturer le temps de quelque sorte, tout cet appel, toute cette pression du temps qui s'accélère avec l'invention du cinéma en 1895, qui est au cœur aussi d'Orsay. Cette obsession d'un temps qui s'accélère, d'une instabilité, de la fin des absolus religieux, la fin des absolus politiques, d'un certain point de vue idéologique aussi. Ça, c'est ce dont les collections d'Orsay témoignent et que
parachève l'arrivée de l'Orangerie avec ce grand cycle qui est aussi le cycle des nymphéas, c'est aussi une affaire de temps. Hein. Toute la peinture de Monet ne parle que de la capture de la lumière, du temps, de saisir des moments successifs en fait dans un motif. Donc vraiment, moi je suis reparti de ces bases d'Orsay. Je me suis dit, voilà, il faut réexpliquer cette question parce que c'était peut-être évident il y a 30 et quelques années quand on a ouvert le musée d'Orsay. Mais pour un jeune aujourd'hui qui a 15 ans, qui visite Orsay, la modernité de la gare Saint-Lazare peinte par Monet n'est pas du tout évidente. Et d'un certain point de vue, Monet, c'est aujourd'hui un old master, un maître du passé. C'est Rembrandt ou c'est Velázquez, pardon pour le Prado hein, et les autres musées européens. Mais d'un certain point de vue, c'est très loin, très très loin dans le temps. Et pourtant, l'intérêt, et pourquoi on a créé Orsay et l'Orangerie, c'est pour témoigner d'un changement de représentation et le début de quelque chose qui est notre monde contemporain, c'est-à-dire un monde notamment d'images. Nous sommes entourés d'images, bombardés d'images, et nous ne savons plus les décrypter, nous ne connaissons plus les références, nous ne voyons pas ce qu'il y a derrière les images. En tout cas, les jeunes générations le voient beaucoup moins, sont beaucoup moins capables de les décrypter dans l'iconographie, dans les jeux de représentation qui sont à l'œuvre. Donc c'est un peu l'objet de la création d'Orsay et de l'Orangerie et sa justification. Donc c'est une façon de faire revivre d'un certain point de vue le projet culturel d'Orsay et de l'Orangerie et de l'adapter au public d'aujourd'hui pour mieux partager ces collections exceptionnelles dont nous héritons et qui s'enrichissent aussi beaucoup. Donc, si vous voulez, moi je me suis posé la question du projet culturel des deux établissements, du rapport au public. J'ai voulu remettre la question du rapport au public au centre de notre activité quotidienne dans toutes les directions du musée, parce que je veux que les visiteurs qui viennent à Orsay et à l'Orangerie gardent un souvenir exceptionnel de leur visite. Donc il faut qu'on organise tout, mais de la réservation des billets jusqu'au moment où vous êtes face aux nymphéas, pour que ce soit un moment exceptionnel et que ce soit mieux que ce que vous pourrez voir sur votre smartphone, que ce sera mieux que toutes les reproductions d'œuvres que vous pourrez voir, et on peut en voir beaucoup aujourd'hui, que ce soit un moment unique. Et je pense que tous les directeurs de musées du monde veulent organiser en quelque sorte cette chose qui n'appartient qu'aux visiteurs et qui est une chose personnelle, singulière, qui est l'émotion devant l'œuvre d'art. Mais aujourd'hui, organiser ça, informer le visiteur pour qu'il comprenne l'œuvre et qu'il ne soit pas gêné par ailleurs par les conditions de visite, le fait qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes aujourd'hui qui visitent les musées, c'est une chose assez compliquée, qui devient un vrai défi de tous les instants. Donc voilà, on s'est attelé à redévelopper un peu un projet avec toute l'équipe. Sachant, je vous donne juste quelques chiffres, je ne vais pas du tout en donner beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui à Orsay, nous accueillons 3 300 000 visiteurs par an, c'est les chiffres de l'année dernière. Je pense que nous en aurons des chiffres en hausse cette année, parce que nous avons un nombre de visiteurs actuellement aux 6 premiers mois de l'année en hausse de presque 18% à Orsay, ce qui est beaucoup, et ce qui peut poser d'autres problèmes. Et l'Orangerie connaît un succès considérable depuis son rattachement à Orsay, parce que nous y organisons 2 expositions par an de stature internationale. L'Orangerie a dépassé l'année dernière le 1 million de visiteurs, ce qui est un record absolu pour l'Orangerie et devrait à nouveau connaître cette année à peu près le même niveau de visite. Donc c'est plus de 4 millions de visiteurs qui sont accueillis tous les ans dans ces 2 musées. Entre 63 et 65% de nos visiteurs pour les 2 musées sont étrangers, ne sont pas français. Alors, pour juste vous donner des éléments de comparaison à Paris, ce chiffre est plus fort au Louvre. Le taux de visiteurs étrangers est encore plus fort au Louvre. Il dépasse les 70 et il est plutôt vers 75% de visiteurs étrangers. En revanche, il est plus faible au Centre Pompidou.
qui reste une institution très parisienne, très française. Le Louvre très international, nous très international, mais quand même avec une part française, parisienne qui reste forte. Et qui reste forte à cause de nos expositions, qui vient pour les expositions. Donc pour les expositions, j'en reparlerai, c'est un enjeu très important pour nous. Et par exemple, le musée du Quai Branly, qui est pourtant un musée consacré aux cultures extra-occidentales, n'a pratiquement pas de visiteurs internationaux. Intéressant. Donc ça dit quelque chose de la perception de Paris par le touriste international. Nous sommes tous touristes, hein, ce n'est pas du tout péjoratif pour moi. Moi, je suis touriste quand je suis à Madrid, donc je sais ce que c'est. Mais ça veut dire que l'image de Paris, la culture à Paris, pour les touristes qui viennent du monde entier, c'est d'abord le Louvre, c'est d'abord Orsay, Versailles aussi, bien sûr, qui a une part très importante de visiteurs étrangers aussi, mais que, par exemple, cette ouverture sur les cultures extra-occidentales n'est pas perçue comme faisant partie de l'identité culturelle française, et pourtant, en raison, évidemment, j'allais dire pour les bonnes et les mauvaises raisons, pour notre passé colonial, mais aussi pour les immenses chercheurs et passion pour la collection et l'étude de ces domaines, n'est pas perçue comme quelque chose qu'on doit voir à Paris. Donc c'est assez intéressant, ça suscite beaucoup de questions. Donc les musées sont donc toujours en évolution. Et je vais aller tout de suite là pour commencer par une réalité, c'est qu'évidemment le premier des services, la première des médiations culturelles qu'on offre à un visiteur, c'est la façon dont on présente les collections, dont on accroche les collections. Et ça, c'est une très grosse préoccupation de tous les jours dans les musées. Alors, on vient de réaccrocher il y a quelques mois la galerie impressionniste qui est sous le ciel de Paris, sous la lumière de Paris. Donc vous voyez cette image avec le déjeuner sur l'herbe de Manet. On a changé la couleur, on a changé l'éclairage, on a changé tout le discours sur l'histoire de l'impressionnisme pour lui rendre plus fluide, plus compréhensible pour les visiteurs, pour expliquer ce qu'est cette révolution visuelle de l'impressionnisme. On a systématiquement commenté les œuvres, mais des cartels commentés. Ça paraît un tout petit geste pour un musée, mais c'est une révolution à Orsay, parce que Orsay, on ne commentait pas les œuvres, si vous voulez. On devait juste adorer le déjeuner sur l'herbe, mais surtout pas du tout expliquer ce qui éventuellement peut se passer dans ce tableau, qui est un tableau très compliqué d'ailleurs à expliquer par ailleurs. Donc on a commencé par la galerie impressionniste et nous sommes actuellement en plein travaux, et vous voyez deux images des projets qui sont en train d'être réalisés pour les galeries post-impressionnistes, où nous présenterons à partir du 10 septembre de cette année un nouvel accrochage autour de Van Gogh, de Gauguin, Lautrec, le Chat Noir, qui était un cabaret de Paris très important pour les artistes. Et le Chat Noir nous mènera à un espace dédié au cinéma, à la naissance du cinéma. Le cinéma est remis au cœur des collections permanentes d'Orsay. Il y aura 3 points de présence désormais du cinéma dans la présentation permanente d'Orsay. J'y tiens beaucoup parce que précisément, nous avons de grandes collections de photographies. La photographie revient aussi dans une présentation permanente par rotation, parce que cette question de l'image, de la naissance de l'image moderne et du dialogue qu'elle entretient avec la peinture est une question capitale et rend la visite d'Orsay beaucoup plus riche, je pense, pour les visiteurs d'aujourd'hui. Donc on travaille beaucoup sur ces questions de réaccrochage. On va le faire à l'Orangerie aussi. Des grands travaux commencent en septembre à l'Orangerie pour transformer un peu les salles. Et on réouvrira en mars de l'année prochaine un accrochage complètement différent de la collection de l'Orangerie, pas les nymphéas qui évidemment ne bougent pas, mais la collection Walter Guillaume, notamment en réintroduisant les arts africains, parce que Paul Guillaume, dont nous avons une partie de la collection à l'Orangerie, a été, grâce à son amitié avec Apollinaire notamment, à la fois un grand marchand d'art moderne, notamment de Matisse, de Chirico, mais ça a été aussi un grand marchand d'art africain, quelqu'un qui a mêlé les deux goûts. Et je pense que c'est important aujourd'hui, où il y a beaucoup de questions sur la question coloniale, post-coloniale, autour de la présence d'arts extra-occidentaux dans les collections en Europe, de redire ce moment de l'histoire du goût, de redonner son contexte colonial, il n'y a aucun doute là-dessus, mais d'expliquer aussi qu'une partie de l'art moderne s'est jouée
dans cette ouverture du regard et des formes, en fait, vers d'autres références que l'art occidental. Et donc, à l'Orangerie, on va reparler de tout ça. Donc, voilà, ça, les accrochages, c'est quelque chose de très, très important, et c'est évidemment très lié, pardonnez-moi, à la question aussi de l'enrichissement des collections. Les collections d'Orsay ont doublé depuis l'ouverture en 1986. En 1986, Orsay a hérité des collections. Orsay appartient à l'État, hein, c'est un musée d'État, donc c'est des collections qui appartiennent à tous les Français, qui venaient du Louvre. Une partie vient du Louvre. Les grands Courbet, par exemple, ont été transférés du Louvre à Orsay. Il y a une séparation, il y a une liste d'artistes entre le Louvre et Orsay, avec ceux qui restent au Louvre, ceux qui vont à Orsay. J'ai dans mon bureau une des premières listes originales qui avait été écrite par l'équipe de Michel Laclotte, qui dirigeait le Louvre à l'époque, où on commence à travailler sur les artistes qui vont rejoindre Orsay au début des années 80. C'est un moment très historique dans les musées français. On a hérité du jeu de paume, toute la collection impressionniste, bien sûr, Morenet-Laton, notamment Camondo. Et puis, il y a eu énormément des départements entiers qui ont été créés. La photographie, les collections de photos d'Orsay, 45 000 photos aujourd'hui à Orsay, une des plus belles collections pour la photo du 19e, a été complètement créée à partir du début des années 80 pour le musée d'Orsay. La collection d'art décoratif aussi, est essentiellement des achats faits par Orsay à partir des années 80. Et puis, c'est un souci constant de tous les directeurs de musées dans le monde d'essayer d'enrichir, de compléter. C'est un jeu parfois très cruel parce que nos moyens sont limités quand même. Notre principal moyen d'acquisition, c'est la billetterie du musée. Légalement, 16% des recettes de notre billetterie est affecté à l'acquisition d'œuvres d'art. C'est-à-dire que ça donne un montant de 3,5 millions, 4 millions d'euros par an. Ce n'est pas une petite somme, mais c'est une somme ridicule par rapport au marché de l'art actuellement, notamment le marché de l'art de la seconde moitié du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Vous n'achetez pas un grand tableau impressionniste avec 4 millions d'euros aujourd'hui, malheureusement. C'est un peu fini. Donc, il y a d'autres moyens de les enrichir, et je vous montre deux exemples récents. Nous venons d'acheter, grâce à AXA, qui, je crois, soutient aussi, je l'ai vu dans la belle exposition que j'ai visitée au Pas de course, sur la comparaison Velázquez-Rembrandt, AXA nous a aidé, vient de nous acheter un très beau tableau d'Émile Bernard, peint en Bretagne, à Pont-Aven, en 1888, aux côtés de Gauguin, au moment où Gauguin est en Bretagne, Les Bretonnes dans la prairie, qui est un tableau qui dialogue avec un grand tableau qui est à Édimbourg, de Gauguin, qui s'appelle La vision après le sermon. Voilà, un tableau très radical qui montre comment Bernard et Gauguin ont dépassé l'impressionnisme, sont allés vers le cloisonnisme, sont allés vers le symbolisme, vers des formes beaucoup plus synthétiques, presque abstraites, presque schématiques. C'est un tableau très radical, très fort, qui était encore en main privée en France. Donc ça, c'est un statut de trésor national. Je ne sais pas si vous avez l'équivalent en Espagne peut-être, mais ce sont donc des œuvres qui ne peuvent pas quitter la France. Mais on a un délai limité pour les acheter. Donc on ne peut pas les bloquer pour toujours. Donc il faut qu'on trouve à ce moment-là les mécènes, et il y a une incitation fiscale pour l'entreprise qui achète le tableau pour les collections nationales. C'est un système qui marche bien, qui a été créé par le ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, il y a une dizaine d'années. C'est un très bon système qu'il faut absolument préserver. Et ça, c'est un tableau qui était dans la collection de Maurice Denis, un autre grand peintre français de cette période, chez les héritiers de Maurice Denis. Donc c'est vraiment le cœur du patrimoine, j'allais dire, de la période Orsay. Donc il fallait que ce tableau rentre en France. Donc on s'est battu pour qu'il rentre à Orsay. Et puis l'autre moyen d'enrichir les collections, et là je voudrais rendre un hommage très particulier au couple dont vous voyez la photo, Spencer et Marlene Hayes, deux Américains. Lui, une immense fortune, self-made man, une success story à l'américaine, qui, à partir des années 80, se sont mis à collectionner, et des années 90, essentiellement la peinture des nabis, c'est-à-dire Bonnard, Vuillard, et j'allais dire Vallotton, Maurice Denis,
Et puis plus récemment, Matisse, Modigliani. Et Lee Hayes, lui, est mort il y a 2 ans, à peu près au moment d'ailleurs où j'ai moi pris mes fonctions de présidente. Marlène est toujours avec nous, fort heureusement. Ont décidé de donner leur collection à la France. Donc c'est un don d'immense, très généreux, et de le donner à Orsay, donc sous réserve d'usufruit. Donc Marlène a encore la collection dans ses différentes résidences. Donc il y a une première donation qui avait été annoncée en octobre 2016, qui contenait à peu près pas loin de 200 œuvres qui ont été données, y compris avec des œuvres graphiques. Annoncé à l'Élysée, enfin ça a été un événement très, très, très important. Et je livre un petit scoop à Madrid. Nous allons annoncer dans quelques jours une nouvelle étape de la donation Hayes, puisque Marlène continue le geste de générosité de Spencer. Et ça, ce sont des rencontres exceptionnelles dans la vie d'un musée. L'arrivée de la collection Hayes rééquilibre Orsay. Orsay aura peut-être la plus belle collection impressionniste au monde, et elle aura maintenant, grâce aux Hayes, autour des Van Gogh, des Gauguin, des Nabi que nous avons déjà, le plus bel ensemble post-impressionniste, et Nabi notamment, au monde. Donc c'est des choses très importantes dans la vie d'un musée, et un moment très heureux pour tout directeur qui est confronté à cette question de la générosité, en fait. Voilà, il faut savoir dire merci aux grands donateurs. Mais c'est très important, et ça va poser des questions sur lesquelles je vais revenir, qui est le problème de la place. Comment on montre ces nouvelles collections, ces nouveaux enrichissements, parce que la collection se densifie, et qu'il faut que la visite soit toujours, évidemment, agréable. Donc les questions d'accrochage, les questions aussi pour lesquelles moi je me suis beaucoup interrogé, c'est évidemment le poids des expositions dans la vie des musées. Aujourd'hui, les visiteurs viennent. D'abord, la première raison de la motivation des visiteurs pour venir à Orsay, à l'Orangerie, ce sont les collections permanentes. C'est-à-dire qu'ils viennent voir Manet, Monet, Degas, Lautrec, voilà, Matisse, Picasso à l'Orangerie. Ça, il n'y a pas de doute, les études de public le confirment. Mais ce qui crée aussi le renouvellement de l'image d'un musée, ce qui le fait vivre, ce sont les expositions. Et c'est très important pour nous, pour faire venir et revenir le public parisien, français, parce qu'il vient par l'événementiel, par la création d'événements, et les expositions font partie de l'événement. Et je pense que tous les directeurs de musées aussi qui se sont exprimés, qui vont s'exprimer, vont vous dire la tension que c'est, l'équilibre qui est forcément différent selon chaque institution, entre ce qui est permanent, qui est quelquefois un peu oublié par le public qui vit à côté, et ce qui est de l'événement, c'est-à-dire l'excitation. Ce tableau, il est là à Paris pour 3 mois et demi, il faut absolument que j'aille le voir, alors que je peux prendre un avion ou le train pour le voir à Bruxelles, à Madrid ou à Londres, mais enfin, bon, peu importe. Mais parce que le propos de l'exposition est important et qu'il fait avancer l'histoire de l'art. Et j'ai voulu qu'on réfléchisse dans notre programmation d'exposition à des expositions qui soient aussi beaucoup plus en lien avec des questions sociétales. Donc en ce moment, si vous venez, vous êtes les bienvenus évidemment à Orsay, à l'Orangerie, vous verrez par exemple 2 expositions à Orsay, le modèle noir de Géricault à Matisse, première exposition dans un grand musée de beaux-arts en France consacrée à cette question très délicate et très politique de la représentation du modèle noir masculin ou féminin, de la Révolution française, et vous avez sous les yeux un des plus beaux prêts du Louvre, consenti par le Louvre à Orsay, l'extraordinaire portrait de Madeleine par Madame Benoît. Donc c'est une femme artiste qui peint un modèle noir. Donc pour les médias, c'est, voyez, c'est juste absolument l'actualité en quelque sorte. Mais c'est un sujet extrêmement important, extrêmement sérieux, très présent et pourtant très silencieux dans la société française.
Et donc l'exposition a été préparée avec beaucoup de soin en collaboration avec une institution américaine qui est la Wallach Art Gallery de New York, qui dépend de Columbia University, avec une chercheuse qui a consacré sa thèse à cette question. Et l'exposition était à New York il y a quelques mois, dans une forme très différente. On l'a complètement réadaptée pour Paris, agrandie, en prenant le temps politique long du 19e siècle français, ce que je vous disais à l'instant, le démarrage, au fond, à la Révolution française, et on va au milieu du XXe siècle, jusqu'à Matisse. Et l'un des enjeux de l'exposition est de retrouver l'identité des modèles noirs qui ont posé pour ces artistes et qui sont aussi, au fond, des acteurs de la modernité, et comment les artistes modernes, ceux qui étaient en rupture avec les conventions de représentation, se sont intéressés à l'altérité, à la différence, et d'un certain point de vue, se sont engagés politiquement aussi. C'est le cas de Géricault, par exemple. On relie complètement différemment le radeau de la Méduse de Géricault, la présence de ce modèle noir qui est en haut de la pyramide humaine du radeau de la Méduse et qui est un symbole évidemment de liberté. C'est un tableau qui a été peint au moment de la seconde abolition de l'esclavage en France, donc, juste avant, et qui est un tableau de ce point de vue-là très militant. On relie différemment Olympia de Manet. On ne regarde plus simplement le corps de Victorine Meurent, mais on regarde la servante noire dont on a retrouvé l'identité qui s'appelle Laure. Donc Laure, c'est une des héroïnes de cette exposition. Donc c'est une façon de changer un tout petit peu le paradigme et donc de faire regarder les grands chefs-d'œuvre de la peinture française du XIXe siècle différemment et de connecter ce regard à des questions d'actualité. Le résultat, c'est qu'on n'a pas eu du tout de polémique dans les journaux, et ça, évidemment, j'en suis très heureuse, parce qu'on avait travaillé très sérieusement, historiquement, pour que l'exposition soit sérieuse, avec des historiens spécialistes de ces questions. On a beaucoup travaillé la médiation, on a travaillé avec l'éducation nationale aussi, pour les écoles. Et l'exposition se finira le 21 juillet, vous voyez, dans quelques jours, nous allons frôler les 500 000 visiteurs dans cette exposition. C'est un succès immense, alors qu'on ne savait pas du tout si ça intéresserait, si ce serait soit un flop, soit un énorme scandale. Enfin bon, c'est toujours très difficile à savoir avant. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et surtout, ce qu'on voit, c'est un public plus jeune et plus divers, qui ne venait pas à Orsay, qui découvre Orsay à l'occasion de cette exposition, et qui s'approprie un patrimoine, une histoire de la peinture française par ce biais. Donc ça, c'est vraiment au cœur de nos missions nationales. Nous sommes un musée qui appartient à l'État et qui a une mission d'éducation, qui a une mission politique de ce point de vue-là. Nous sommes un objet politique. Et puis en ce moment, Berthe Morisot, donc une magnifique artiste liée à l'impressionnisme, exposée pour la première fois au musée d'Orsay. Donc il a fallu presque 35 ans pour l'exposer. Et peut-être qu'une femme arrive à la tête du musée, je ne sais pas, et qu'une autre femme qui dirige les collections soit commissaire de l'exposition, Sylvie Patry. Mais c'est en tout cas un beau moment et qui évidemment suscite aussi beaucoup l'intérêt des médias sur la question des femmes artistes, la place des femmes dans l'histoire de l'art, dans l'histoire des institutions, dans les collections aussi. Donc on est dans des sujets évidemment terriblement d'actualité. On a voulu aussi susciter l'actualité. J'ai voulu qu'on réouvre ces musées aux artistes vivants. Nous ne sommes pas le Centre Pompidou, nous ne sommes pas un musée d'art contemporain. Mais un musée qui n'accueille pas les artistes, pour moi, est un musée un peu mort. Il faut accueillir les artistes. Nous avons besoin du regard des artistes, et de tous les artistes, des plasticiens, mais aussi des musiciens, des écrivains, des metteurs en scène. Donc voilà, nous sommes devenus très très ouverts à ces collaborations. Et vous voyez 3 exemples que vous pouvez voir en ce moment entre Orsay et l'Orangerie. La grande installation au fond de la nef d'Orsay, vous voyez sur les 2 tours de Gae Olenti, une scénographie très spectaculaire de Gae Olenti. Une installation de Glenn Ligon, donc, qui est un grand artiste américain contemporain, qu'il a créé spécialement pour l'exposition du modèle noir, avec les noms des modèles. Laure, vous voyez, mais les noms connus et inconnus, Laure et Alexandre Dumas ou Joséphine Baker, donc les superstars, et puis les noms qui surgissent de la recherche de cette exposition. Et donc on place Orsay sous le signe de ces noms. C'est une très belle installation en néon, mais qui quittera Orsay le 21 juillet. Le 22 juillet, elle est désinstallée. Elle a été spécialement faite pour l'exposition. Elle ne reste pas dans les collections d'Orsay. Nous avons aussi invité Tracy Emin,
grande artiste britannique, à venir dialoguer autour du dessin dans nos collections cet été, en même temps que Berthe Morisot. Donc Tracy a fait un choix de dessins dans notre collection en les accrochant avec quelques-unes de ses œuvres récentes et des œuvres inspirées par les dessins qu'elle a choisis dans Orsay, notamment des dessins magnifiques de Degas. Donc c'est très très intéressant aussi de travailler avec une artiste, pour l'équipe des conservateurs aussi, parce que c'est à la fois déstabilisant et très stimulant, parce que le regard d'un artiste est toujours évidemment très, très différent, et heureusement, de celui d'un historien de l'art. Et c'est important, parce qu'ils sont d'un certain point de vue aussi nos ambassadeurs auprès de nouveaux publics, de publics plus jeunes. Ils ont une façon de s'emparer de l'institution qui est toujours extrêmement excitante. Et nous avons à l'Orangerie en ce moment une très belle petit accrochage d'Alex Katz et de sa série inspirée par les nymphéas de Monet, très directement inspirée par les nymphéas de Monet. Et là aussi, le bonheur d'accueillir Alex qui est venu. On a fait évidemment un petit vernissage. Et si vous voulez, l'échange qu'on a avec tous ces artistes d'aujourd'hui, c'est de dire combien ils sont touchés, émus d'être invités par l'institution. Ils prennent ça très au sérieux. Moi, je suis frappé parce que je me disais, on va appeler Glenn Ligon, on va appeler Tracy Emin, mais si ça se trouve, ça ne les intéresse pas du tout. Le musée d'Orsay, ils vont nous dire c'est un musée de gens morts, d'artistes morts. Enfin, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Au contraire, parce que ça les fait réfléchir justement sur les sources de l'artiste moderne, sur les sources de la modernité. Et ils travaillent tous très sérieux. Moi, je suis frappé du sérieux, de l'exigence. Évidemment, tous les grands artistes sont exigeants et sérieux, mais ce ne sont pas des petits moments dans leur vie d'artiste. On sent que c'est des moments importants et ils y accordent beaucoup d'intérêt. Donc, c'est très important pour nous. Et je pense que c'est aussi intéressant de transmettre ça au public d'aujourd'hui. Autre façon de faire vivre le musée, et ça, c'est un peu un projet d'Orsay depuis le début. Je cite souvent l'homme qui a fait avec quelques autres le musée d'Orsay au début des années 80, qui est toujours avec nous, qui est Michel Laclotte, qui a dirigé le Louvre, qui a été le premier président du Louvre et qui a fait le Grand Louvre, l'homme du Grand Louvre, de la pyramide notamment, dont on fête les 30 ans aujourd'hui. Mais c'est aussi l'homme du musée d'Orsay, Michel Laclotte. C'est l'homme qui a dirigé l'équipe qui a fait le musée d'Orsay, le chantier du musée d'Orsay, et dans lesquels il y a eu évidemment les directeurs qui ont suivi, notamment Françoise Cachin et Henri Loirette, qui étaient aux côtés de Michel Laclotte. Donc c'est tout. Vous savez, les musées, c'est aussi des histoires de famille. Aussi, donc, parfois dysfonctionnelles, mais c'est quand même des histoires de famille. Toutes les familles sont dysfonctionnelles, donc c'est ça qui rend la vie familiale intéressante. Donc voilà. Et Michel Laclotte disait d'Orsay, c'est une polyphonie. Et moi, je suis resté fidèle à ça. Je suis reparti de ce terme-là, c'est-à-dire un musée qui montre la peinture, la sculpture, la photographie, les arts décoratifs, l'architecture de la seconde moitié du 19e siècle, mais premier musée en 86 à ouvrir un auditorium dans un musée. C'était une révolution en 86. Pourquoi un auditorium? Un auditorium avec une acoustique extrêmement soignée pour la musique, pour pouvoir programmer la musique de la seconde moitié du 19e siècle à Orsay, pour montrer combien Debussy, Wagner sont liés en partie prenante avec les révolutions plastiques de l'époque, pour pouvoir donner des cours, des conférences, faire un peu de théâtre, pour pouvoir lire la poésie, par exemple, qui est tellement importante dans son lien avec la peinture et la musique, et pour pouvoir s'ouvrir au spectacle vivant. Et alors moi, j'ai un peu repris ça, mais alors en allant plus loin, parce que maintenant, non seulement on fait ça dans l'auditorium, mais on le fait partout dans le musée. Donc vous avez deux images pour vous témoigner de nos grandes aventures du moment, qui sont toujours avec des grands partenaires du spectacle, de la musique et du spectacle vivant, parce que tout seul, on ne peut pas le faire. On n'a évidemment pas les moyens de production, donc on est toujours en partenariat. Nous avons l'immense privilège d'accueillir le 1er mai dernier le Berliner Philharmoniker qui est venu jouer dans la nef d'Orsay. Vous avez une photo de la répétition générale, là. Donc c'était un moment exceptionnel. Et entendre Debussy et Wagner jouer dans la nef d'Orsay, c'est absolument prodigieux. Donc ça nous a donné plein d'envie. On va recommencer. Et puis un spectacle qui a été imaginé autour de l'exposition Picasso Bleu et Rose, qui était il y a quelques mois à Orsay, avec le théâtre du Châtelet. Vous voyez, ça s'appelait Picasso Circus, et vous avez deux acrobates qu'on appelle des capillotractés, c'est-à-dire que en fait elles sont suspendues par les cheveux,
Il paraît que ça fait pas mal, mais enfin bon, je les crois sur parole. Et donc, vous voyez, il y avait un ballet devant la grande horloge d'Orsay, et de l'autre côté, il y avait la compagnie d'Elizabeth Streb de New York, avec des acrobates sur les 2 tours, des danseurs acrobates, chose absolument extraordinaire. C'était des moments magiques. Et c'est des façons de faire vivre le musée de façon vraiment magique, et ça fait venir un autre public qui découvre Orsay à cette occasion, qui va voir l'exposition. L'exposition est ouverte, évidemment, Picasso était ouvert ce soir-là. Une façon de passer une soirée à Orsay très différente de venir avec des enfants, par exemple, aussi pour voir les spectacles. Donc c'est très important et on développe beaucoup cette programmation culturelle avec des grands événements. Alors je vous montre juste les expositions à venir. Ça, c'est pour Orsay. Et vous voyez, on passe de choses très pointues, par exemple Huysmans, qui est un immense écrivain et critique d'art de la deuxième moitié du 19e siècle, qui a merveilleusement écrit sur Degas. Donc une exposition très de spécialiste, si vous voulez, mais en même temps, on va confier sa scénographie, sa direction artistique à un artiste contemporain qui s'appelle Francesco Vezzoli, qui est en train de travailler là-dessus, qui s'intéresse à la question littéraire, décadente. Donc ça va être un moment, en fait, je pense, très excitant et qui fera venir aussi à la fois les spécialistes de Huysmans et puis les gens qui s'intéressent à des relectures contemporaines. Degas à l'Opéra, qui est la première grande expo consacrée à ce sujet, je vais y revenir dans un instant, est l'occasion d'un énorme partenariat avec l'Opéra de Paris, avec des spectacles spécialement créés à Orsay par l'Opéra, l'orchestre et le ballet de l'Opéra de Paris, donc on va avoir toute une saison. Et vous voyez à l'autre bout, les origines du monde, l'invention de la nature au siècle de Darwin. Voilà une autre expo, grande expo pour l'automne 20, sur un sujet de société, la question du rapport à la nature, à la biodiversité qui se découvre au début du 19e siècle, un peu avant Darwin d'ailleurs, évidemment, à la fin du 18e, le rapport à l'animal, à notre animalité, et voilà, redonner le fond historique de ces questions, qui sont des questions d'aujourd'hui, qui vont intéresser le public d'aujourd'hui. On va aussi faire intervenir évidemment des artistes contemporains, mais c'est un peu comme le modèle noir, si vous voulez. C'est-à-dire c'est des expositions tout d'un coup qui cristallisent des questions de société et qui vont nous permettre d'inviter beaucoup de voix, de polyphonie, d'ambassadeurs autour d'Orsay sur des questions d'actualité. Voilà, je vous montre les expositions de l'Orangerie aussi qui arrivent. Fénéon, qui est vous voyez l'extraordinaire tableau de Signac qui est aujourd'hui au MoMA, qui va venir à l'Orangerie cet automne. Fénéon, c'est aussi un critique, c'est un anarchiste politiquement très engagé, mais c'est un immense critique et amateur des avant-gardes de la fin du 19e siècle et aussi d'art africain. Donc on va montrer, là encore, l'art africain avec les avant-gardes à l'Orangerie à l'automne autour de la figure de Fénéon. Vous voyez aussi, par exemple, le dialogue Soutting de Kooning en 2021 à l'Orangerie. L'Orangerie est aujourd'hui, j'ai pu choisir mon successeur, ça c'est le privilège de devenir présidente à l'Orangerie, et c'est une femme, donc vous voyez, donc il y a quand même 3 femmes à la tête de ces 2 maisons, donc you know who's to blame, comme on dit en anglais. Et j'ai demandé à une conservatrice très talentueuse du Centre Pompidou de prendre la direction de l'Orangerie, pour justement, dans ce projet culturel que j'évoquais à l'instant, affirmer Orsay dans la partie plutôt 19e, fin 19e de la programmation, et l'Orangerie, qui a Matisse et Picasso dans ses collections, l'ouverture vers le XXe siècle. Et donc Cécile Debré, qui est une immense spécialiste de Derain, de Matisse, dirige l'Orangerie et m'a proposé une programmation qui tourne beaucoup sur ce début du XXe siècle et sur des dialogues, vous voyez, le dialogue Alex Katz, Nymphéa. Vous aurez en exposition l'année prochaine un dialogue qui n'a jamais été montré en exposition, Soutine de Kooning. De Kooning s'est beaucoup inspiré de Soutine. Nous avons la plus belle collection de Soutine en Europe, en collection publique. L'autre très grande collection, c'est la Barnes Foundation. Et on fait d'ailleurs, à Philadelphie, on fait l'exposition en partenariat avec la Barnes. Donc, vous voyez, des dialogues assez inédits et qui donnent des nouveaux regards en fait, sur ces collections, qui les font vivre un petit peu différemment. L'automne aussi, à Orsay, à l'Orangerie, des invitations à des artistes contemporains. Jan Peiming qui va faire une relecture, c'est le bicentenaire de Courbet cette année, c'est le bicentenaire du Prado, mais c'est aussi le bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet. Et on va rendre hommage à Courbet en invitant Jan Peiming qui va peindre
un grand format aux dimensions exactes d'un enterrement à Ornans, mais consacré aux obsèques de sa mère à Shanghai. Donc ça s'appelle un enterrement à Shanghai. Et donc, Ming est un fou de Courbet. Sa peinture est très, très influencée par Courbet. Et donc, il va y avoir, à partir de fin septembre, ce grand format qui ne sera pas présenté à côté du Courbet. Je ne veux pas de dialogue direct. Ce sera une autre salle. Mais voilà, une façon de faire vivre l'héritage de Courbet. L'artiste chypriote Christodoulos Panayotou qui va venir autour de Degas à l'Opéra avec une performance qui s'appelle Dying on Stage. Qui a été inspiré par les images, si vous les avez vues, ces images extrêmement frappantes de Rodolphe Nureyev, quand il était directeur de l'Opéra de Paris, dirigeant les dernières répétitions, il était mourant à ce moment-là, de la Bayadère. Et il y a ces images extraordinaires de Nureyev assis sur la scène de l'Opéra, et qui règle vraiment, c'est les dernières semaines de sa vie. Et Christodoulos, qui est un très très brillant jeune artiste, a imaginé toute une performance autour du rapport à la scène et de la mort en scène, qui va être évidemment très en écho avec Degas à l'Opéra. Et Tossani, qui est invité à l'Orangerie à ce moment-là. Voilà, programmation culturelle, ce que je disais à l'instant, pour Degas à l'Opéra, concert en décembre dans la nef d'Orsay de l'Opéra de Paris, de l'orchestre de l'Opéra de Paris, dirigé par Philippe Jordan. Donc après le Berliner Philharmoniker, il y aura donc un nouvel orchestre symphonique dans la nef d'Orsay en décembre. Et on va en avoir d'autres l'année prochaine. Tous les ans, il y aura 1 ou 2 concerts symphoniques dans la nef. Nous venons aussi de signer un partenariat avec l'abbaye de Royaumont, qui est un très grand centre de formation des musiciens et des chanteurs, une académie autour du lied et du chant du XIXe siècle. Le lied, c'est ce moment très, très lié à la musique du XIXe siècle, où le piano et le poème, la poésie sont liés, puisque c'est en fait un chant de poésie. Et donc ça, voilà, on forme chaque année une promotion de jeunes artistes qui ont la double formation musicale et de chant à Royaumont et d'histoire de l'art à Orsay. Donc ça va donner des jeunes chanteurs et des jeunes pianistes qui auront eu cette double formation. Donc on a une première promotion qui sort ces jours-ci, on a une deuxième qui arrive avec des concours de recrutement dans le monde entier. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'ils viennent aussi jouer dans les salles d'Orsay. Ils choisissent les tableaux devant lesquels ils veulent chanter, par exemple. Et ils expliquent pourquoi ils chantent devant ces tableaux. Ils parlent des tableaux qu'ils ont choisis dans la collection au public. Et ça, je vous assure, c'est des moments magiques et le public, évidemment, adore ça. Parce que c'est un discours qu'aucun, une fois de plus, conservateur, et je suis conservatrice, donc je sais de quoi je parle, ne peut tenir. C'est un discours sensible, très contemporain sur les arts. Création du ballet de l'Opéra de Paris, c'est de la faute Aurélie Dupont, qui dirige actuellement la danse à l'Opéra de Paris, vous savez, qui est une ancienne danseuse étoile. Donc, ils imaginent un spectacle qui est spécialement créé pour Orsay. Et on va déambuler dans Orsay avec notamment l'installation de grands écrans vidéo dans la nef. Et donc, c'est la troupe de l'Opéra. L'autre jour, j'étais à l'Opéra de Paris pour voir les danseurs étoiles qui vont danser à l'opéra, pour Degas à l'Opéra à Orsay à cet automne. Et là aussi, je discutais avec un des danseurs étoiles de l'opéra, Stéphane Bullion, qui me disait combien c'était stimulant pour eux de sortir de l'opéra et de se poser des questions différentes de l'espace, comment on va danser dans un espace qui n'est pas celui de la scène de l'Opéra de Paris, comment on va travailler le rapport aux œuvres de Degas, enfin, toutes ces questions. Et c'est évidemment passionnant. Et là, vous voyez, on a toute une série, un cycle de danse dans les NAFEA. On invite les grandes compagnies contemporaines. Alors là, c'est plutôt au plus XXe siècle. Et c'est Caroline Carlson, que vous voyez devant les NAFEA, qui reviendra danser, qui est venue danser cet automne, et qui reviendra danser pendant l'hiver dans les NAFEA. C'est des moments absolument magiques. Pour très peu de spectateurs, là on peut avoir une centaine à peu près de spectateurs, mais les gens qui assistent à ça reviennent évidemment émerveillés. On se pose aussi beaucoup la question du numérique, c'est des questions très importantes aujourd'hui, difficiles d'ailleurs d'un certain point de vue, parce que c'est pas que des enjeux de communication, ça, la communication, les sites web. Alors vous voyez, on a créé un site web qui est dédié aux enfants de 6-10 ans, qu'on appelle les petits mots, MO, Musée d'Orsay, Musée de l'Orangerie. On a les mêmes initiales, donc c'est très pratique. Et donc on a créé 2 mascottes, l'ours de Pompon, le gros ours polaire, qui ça c'est Orsay, gros ours, et la petite grenouille des NAFEA, Lily. Donc c'est Pompon et Lily, on a 2 mascottes pour les enfants qu'on va décliner
dans plein d'activités, plein de propositions d'activités. Et donc le site web, c'est une première brique en fait de toute une nouvelle politique pour la jeunesse aussi, qui est très importante, et pour les familles aussi, les visites en famille. On a fait des tests aussi de visites virtuelles autour des nymphéas, mais ça pose des tas de questions. C'est à la fois fascinant technologiquement, et vous voyez le caractère très très perturbant de cette image avec le visiteur qui a ses casques, et qui est une chose, pour moi très troublante, parce que le musée, c'est un bonheur de l'espace, et l'envie de partager, d'échanger, etc. Donc ça pose des tas de questions. L'arrivée de ces nouvelles technologies, qui sont en plein développement, pose des questions. Pour autant, tous les musées du monde se posent cette question. Comment on place le digital, par exemple, dans les salles? Est-ce qu'il en faut? Est-ce qu'il n'en faut pas? Comment on amène la médiation autour des œuvres? De plus en plus, on aura des smartphones extrêmement sophistiqués. Il suffira de les passer devant les tableaux et vous aurez sans doute toutes les informations sur le tableau qui arriveront. On est en train de travailler à développer des choses de cette nature pour Orsay et pour l'Orangerie, pour se débarrasser des prothèses, là, des casques. Mais c'est des questions évidemment très stimulantes sur lesquelles on travaille beaucoup. Je viens de créer, moi, une direction du numérique. On était très en retard à Orsay, à l'Orangerie, sur ces domaines-là. Le jeune public, j'en ai parlé, voilà, les week-ends famille avec des ateliers pour les enfants. Ça, c'est des moments formidables de partage où on dédie pendant un week-end spécialement des activités gratuites, qui ne sont pas payantes pour les familles. Et des événements aussi pour les 18-30 ans, revoyés de la nef. Ça, c'était le 13 juin dernier pour le modèle noir. Une des nocturnes d'Orsay qu'on appelle les Curieuses Nocturnes, qui sont spécialement tournées vers les 18-30 ans, accueillent des événements des musiciens. C'était Calypso Rose, qui est une grande star de la Barbade, qui est venue chanter. Ça, c'est les musiciens de Calypso Rose que vous voyez. Il y avait, je ne sais pas, 2000 personnes dans la nef qui dansaient. C'était hallucinant. J'ai jamais vu ça, Orsay. Jamais vu ça. Et pas un problème, pas un problème. Et les gens allant à l'exposition du modèle noir, c'est pas simplement pour voir Calypso Rose, c'est-à-dire qu'ils passent toute la soirée. Il y a le moment de concert qui dure 20 minutes, qui est assez court, d'autres activités. Ils vont voir l'exposition, ils vont dîner au restaurant ou au café. Il y avait un DJ au café sur la terrasse aussi, parce qu'on a une magnifique terrasse aussi à Orsay. Et ça fait vivre le musée, mais totalement différemment, totalement différemment. Et je pense pour le meilleur. Et puis, notre actualité, c'est un projet que je partage avec vous. Je vous ai dit, la collection augmente, mais l'espace n'augmente pas. L'espace de la gare, il est toujours là. Et si vous connaissez un peu Paris, vous savez combien il est impossible d'envisager la construction d'un nouveau bâtiment, d'une nouvelle aile dans le cœur de Paris, dans le cœur historique de Paris, parce que là, on est vraiment au cœur de Paris. Et donc, dès mon arrivée, comme je connaissais bien Orsay, j'avais demandé à nos équipes d'architectes de réfléchir à la meilleure occupation possible de l'espace, de redonner au maximum l'espace de la gare aux collections et aux visiteurs, pour retrouver de l'espace. Et en fait, on travaille sur un projet où on va sortir les bureaux. Et si vous connaissez un peu Orsay, vous savez qu'il y a une grande façade côté rue de Lille, qui était la façade de l'ancien hôtel de la gare, où sont tous nos bureaux. Il y a 3000 m² de bureaux là. Et donc l'idée, c'est de sortir les bureaux. Nous sommes en train de négocier avec l'État des bâtiments qui appartiennent en fait à l'État français, qui sont quai Voltaire, qui sont à côté, face au Louvre, où nous allons transférer donc les bureaux, notre centre de documentation, pour créer un centre de recherche autour évidemment de la seconde moitié du 19e siècle. Et donc l'espace qui sera libéré va nous permettre d'accueillir la collection Hayes que je mentionnais à l'instant, parce qu'il faut de la place et qu'il faut des galeries spécialement dédiées, puisque l'exigence des Hayes, c'est d'avoir des salles qui portent leur nom pour présenter leur collection, ce qui est tout à fait normal. Donc il faut qu'on retrouve de la place. On va créer je l'espère, deux autres niveaux de galeries côté rue de Lille qui nous permettront de redéployer les collections impressionnistes et post-impressionnistes en étant beaucoup plus confortables, en se posant les questions de la médiation aussi. Et on créera aussi quelque chose qui nous manque, ce qu'on appelle en mauvais français un Education Center ou Learning Center, des ateliers plus particulièrement dédiés à la jeunesse et aux familles. Nous avons actuellement un tout petit atelier de pratique artistique qui peut accueillir une classe. C'est tout à la fois. C'est trop peu.
C'est trop peu. On a beaucoup de visiteurs scolaires et on ne peut pas bien leur proposer des activités autour des collections. Donc on a besoin de retrouver de la place. Donc on travaille très activement à ça. C'est un projet très excitant, le plus gros projet porté par Orsay depuis le chantier de création d'Orsay. Et ce qui est intéressant, c'est que l'État français ayant quelques soucis d'argent en ce moment, nous encourage bien sûr beaucoup et nous encourage surtout à aller chercher beaucoup d'argent privé pour faire ce projet. Donc on est en train d'envisager ce projet avec une part de fundraising, de recherche de mécénat extrêmement important, où d'ailleurs notre société d'amis américains, nos American Friends d'Orsay, sont très actifs et nous aident à avoir des donations qui vont permettre la réalisation de ce projet. Et donc c'est intéressant parce qu'en termes de ressources, nous sommes en train d'être dans un moment de transition pour ce grand établissement public avec une mission nationale, des collections qui appartiennent à l'État, une modernité qui va passer, qui est aussi une modernité de gestion, de management, qui va passer aussi par l'apport d'argent, d'autres sources d'argent qui ne sont pas que la billetterie ou que des subventions de l'État. Donc c'est aussi une révolution de gestion. Alors évidemment, pour nos amis américains qui sont éventuellement présents, ça peut paraître la planète Mars de dire ça, mais je pense qu'en Espagne, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que ce sont des questions évidemment très fortes, parce qu'il faut garder la mission publique, la mission nationale. Je suis fonctionnaire. Je suis choisi par le président de la République, je rends compte au ministre de la Culture, donc vous voyez, on est vraiment des appareils d'État français, et en même temps, il faut inventer, il faut aller chercher de l'argent, et donc il va falloir inventer une souplesse aussi de gestion, de gouvernance des grands projets qui passent par des acteurs qui sont des grands donateurs privés, des donateurs d'œuvres, mais aussi éventuellement des donateurs d'argent qui permettent la réalisation de ces projets. Et ça, c'est des questions très importantes, compliquées, qui posent des questions éthiques, évidemment. On a créé un comité d'éthique sur le mécénat au musée d'Orsay pour qu'il n'y ait pas de contestation, et c'est d'une très grande actualité, vous le savez en ce moment, pour les musées, sur les sources d'argent. Mais c'est très excitant aussi de piloter ce type de projet. Donc voilà un peu, pardon, hein, c'est dit de façon rapide et un petit peu stratosphérique, mais les grands enjeux d'Orsay, de l'Orangerie, c'est surtout c'est de partager nos collections, de les transmettre à ces visiteurs qui viennent du monde entier, avec de plus en plus de nationalités différentes, des nouveaux visiteurs, un visiteur chinois par exemple. Un visiteur chinois ne visite pas le musée d'Orsay comme un visiteur américain. Il ne va pas avoir les mêmes besoins en médiation, mais il n'aura même pas les mêmes besoins en termes de temps de visite. Il faut réfléchir à tout ça, si vous voulez. Ce sont des questions extrêmement importantes pour que tout le monde se sente un peu chez lui à Orsay, à l'Orangerie. C'est évidemment ça notre obsession, et de rendre toujours plus agréable ces visites et ces présentations et ces transmissions de collections, et de les relier à l'époque, à aujourd'hui. Ne pas en faire des sanctuaires du passé, d'un passé qui a été très brillant pour l'art français au XIXe siècle, mais qui est néanmoins un passé. Nous nous adressons à des visiteurs d'aujourd'hui et de demain. Donc nous devons penser avec la sensibilité d'aujourd'hui. Quand on fait une exposition en 2019 de Berthe Morisot, on ne fait pas une exposition comme on la faisait il y a 30 ou il y a 50 ans sur Berthe Morisot. On l'a fait avec la sensibilité de 2019, avec les questions de 2019. Même chose pour le modèle noir. Voilà, très rapidement, donc les quelques perspectives. Merci infiniment de votre attention. Je suis à votre disposition pour répondre à les questions s'il y en a. Merci infiniment. Muchas gracias, Laurence.